Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, on reviendra à la fin si on a le temps sur le débat présidentiel, ils veulent parler que de ça. Mais quand même, moi, Luc, t'as passé combien de temps chez Orange? 22 ans. 22 ans, voilà. Donc Stéphane Richard démissionne, on va laisser de côté cette histoire. En revanche, moi ce qui m'intéresse... Qui a pas grand chose à faire d'ailleurs avec les telcos. Qui a rien à faire avec les telcos. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a, alors je sais plus combien de temps, une dizaine d'années, j'étais avec Élie Girard, qui était à l'époque secrétaire général d'Orange d'ailleurs, je crois, voilà, directeur de la stratégie. J'avais eu l'honneur d'être associé à ces discussions pour essayer de donner de la valeur au réseau. Bon, on est 10 ans après, la pandémie nous a montré que les réseaux étaient plus indispensables que jamais. C'est clair. Ils n'ont jamais eu aussi peu de valeur, c'est-à-dire que Stéphane Richard part avec un cours d'Orange au tapis. KKR l'a fait une offensive en Italie sur TIM. TIM a perdu, la capi boursière a été divisée par 2 en 3 ans. Je comprends pas le paradoxe, quoi. C'est devenu une commodité et aucun telco européen n'a réussi à donner de la valeur à cette histoire. Alors, je vais quand même me permettre de corriger ton propos parce que tu dis les telcos sont sans valeur. Alors oui, en Europe, mais certainement pas dans le monde. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les telcos ont conforté leur position. En Chine, je n'en parle pas. Ils ont grandi de manière incroyable. Et les réseaux ont de la valeur. En Chine, aux États-Unis, les réseaux ont de la valeur. Ont énormément de valeur. Et allez aux États-Unis, prenez un abonnement ADSL ou fibre aux États-Unis, et vous allez voir, vous allez être surpris par la note. Vous n'êtes pas du tout sur la magnitude de tarifs que l'on connaît en Europe. Donc ça, c'est lié... 120, $150, quoi. C'est ça. Et puis au Canada, de la même manière. Donc c'est vraiment un tropisme européen. Je pense que l'Europe a favorisé le consommateur, la concurrence à tout crin. On a quelque chose comme 350 opérateurs en Europe. C'est une forêt vierge. Il y en a 3 majeurs aux États-Unis, il y en a 3 majeurs en Chine. Ils vivent très bien, ils sont ultra puissants. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont racheté des médias, des journaux, des télés. Ils ont fait des bundles médias tuyaux avec médias et contenus. Ce que nous, on n'a jamais réussi à faire. Voilà, nous, on a des belles autoroutes et les limousines qui passent dessus sont toutes américaines et chinoises et certainement pas européennes. Tu sais de qui est cette phrase? Oui, je sais, oui, de Lombard. Elle est de Lombard. Donc elle a 20 ans, cette phrase, en fait. Oui, on construit des autoroutes sur lesquelles ne roulent que des voitures américaines. On en est là-dessus. Donc on a une réglementation européenne qui a été dramatique. Et puis on a une réglementation des OTT, les over the top, qui a été lamentable. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu... Il faut expliquer un OTT, donc c'est l'ensemble des GAFA. Voilà, over the top, en gros, c'est tous ceux qui sont sur la couche applicative, sachant que la couche d'infrastructure, c'est les télécoms, donc c'est les autoroutes. Et donc, ce sont les voitures qui passent dessus. Quand WhatsApp a commencé à devenir significatif dans les communications téléphoniques, personne n'a légiféré en Europe. On a laissé faire ça. Vous allez en Chine, WhatsApp, ça ne marche pas, et l'État a décidé si oui ou non, ce qui passait sur la couche IP, et non plus le fameux téléphone commuté classique, analogique, était l'apanage des communications. Et donc on s'est laissé, mais Luc, on s'est laissé déborder. Pourquoi est-ce que c'est pas le Technocentre qui sort WhatsApp? Pourquoi est-ce que c'est pas Orange qui sort WhatsApp? Nous, on l'a sorti. Ça s'appelle toujours Libon. D'ailleurs, j'ai fait en sorte que Libon, qui était l'équivalent de WhatsApp, soit spin-offé du Technocentre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours et que c'est une société qui croît. Par ailleurs, WhatsApp, on l'a vu 3 fois passer au M&A d'Orange sur une dizaine d'années. Donc, on avait la possibilité de l'acheter. Simplement, je pense que culturellement, on avait un problème puisque le telco Orange, mais comme les autres telcos, ont refusé de se porter sur les couches au-dessus de l'infrastructure. Donc au-dessus de l'infrastructure, si je fais simple, l'infrastructure, c'est les fondations de la maison. Et ensuite, vous avez 2 étages, le middleware, donc tout ce qui est API, ce qui permet d'interconnecter la couche applicative, et puis ensuite la couche applicative de services en tant que telle, donc WhatsApp, Facebook et autres. Qui pompe toute la valeur. Qui bouffe toute la valeur, tout simplement parce qu'on a accepté de ne pas ponctionner, de ne pas mettre des péages sur nos autoroutes. Tu m'expliques toi-même. Merci de ça d'ailleurs, que WhatsApp passe trop. Parce que les telcos européens ont aussi été incapables de. Enfin, on va pas reparler de Jingo par exemple, tu vois, l'interface vocale que Orange. Attends, je finis juste là-dessus. Sur laquelle Orange a travaillé pendant 10 ans pour finalement abandonner le truc, pendant que Amazon le faisait avec Alexa et que ça marche à la perfection. Donc il y a quand même une part de responsabilité là-dessus. Absolument. Orange avait les moyens de le faire.
Deutsche Telekom avait les moyens de le faire. Je suis 200% d'accord avec toi. Donc, premièrement, la consolidation européenne ne s'est pas faite. Donc, on a des telcos qui petit à petit descendent à la cave. D'ailleurs, le seul qui ne descend pas à la cave en Europe, c'est Deutsche Telekom. Et pour quelle raison ? Parce qu'il a un investissement majeur avec T-Mobile aux États-Unis, qui a racheté Sprint et qui est devenu le 3e opérateur, et probablement assez rapidement 2e, voire 1er, avec AT&T et Verizon devant. Et tous ces gens-là gagnent excellemment bien leur vie et font du M&A, de la croissance externe, etc. Deuxième... C'est bien ou mal pour les consommateurs ? Non, mais c'est bien. Attends, on laisse finir, après on fera le débat, on a le temps, on a tout le temps. Vas-y, deuxième donc truc. Ça, c'est vraiment le problème de la consolidation. Donc là, un bug européen, problème de stratégie industrielle, pas de capacité. Les producteurs de hardware, Alcatel, Lucent et autres, pareil. Donc, gros problème IT. L'Europe est le seul continent sur les 20 dernières années à ne pas avoir créé de géants du numérique et à avoir vu ces géants du numérique existants descendre soit à la casse, soit en valeur de manière drastique. Mais comme tu part de responsabilité de Deuxièmement, part de responsabilité parce que ces telcos qui sont des acteurs legacy et qui sont sur des activités qui ont maintenant 70 ans, donc on ne peut pas estimer que ces activités-là ne sont pas laminées en valeur comme les activités bancaires, comme les activités retail, comme les activités d'hôtellerie. C'est des activités traditionnelles. Donc c'est normal que la marge que les revenus marginaux descendent, ça c'est une loi économique basique. Et donc la grande responsabilité des telcos, et je te rejoins à 200%, c'est de ne pas s'être porté sur les couches de valeur qui permettaient de garder un 30 à 40% de marge débit, c'est-à-dire le middleware et le software. Là où... via du M&A ou via de la R&D ? Via des filiales spécifiques, du M&A, de l'acquisition externe, en laissant leur indépendance, parce que, évidemment, les premiers détracteurs vont m'expliquer, oui, mais un opérateur telco, c'est la chèvre et le chou. Très bien, mais organisons une division cotée par ailleurs, possédée à 100% par le telco. Tout ça pouvait s'organiser facilement. Ça n'a volontairement pas été fait. Pour quelle raison ? Parce que les opérateurs telco ont été largement managés par des directeurs financiers, que les directeurs financiers expliquaient que les revenus de demain pouvaient être conservés en termes de marge en baissant les coûts. Et donc, c'est la peau de chagrin, si tu veux. Et donc, ça, c'est une stratégie mortifère dans un marché où la concurrence fait que petit à petit, tu t'écroules et puis tu downsize et tu fais partir les gens. Et le drame des suicides à France Télécom à l'époque est venu du fait qu'on n'a pas voulu expliquer un plan social alors qu'on voulait le faire. Ce qui était catastrophique. Mais Lombard, il essayait de tout faire en même temps, parce que lui, il était convaincu qu'il fallait cette couche supplémentaire. Lui, il était convaincu qu'il fallait investir au-dessus. Très bien. En tout cas, les dirigeants des telcos concernés ne se sont pas portés radicalement et ne se sont pas mis en déséquilibre pour se porter sur ces couches de middleware et de software, sur lesquelles on avait des taux de marge sensiblement équivalent au telco, donc il n'y avait pas d'effet dilutif, alors que moi j'ai entendu des discours stratégiques qui consistaient à dire faisons des métiers qui sont consommateurs de people, consommateurs de ressources. Utilisons nos hotlines, allons dans le service à domicile, avec des niveaux de marge ridicules. C'est totalement absurde, c'est totalement orthogonal au métier d'un opérateur. Bueno. Alors moi je te remercie parce que ça me permet de comprendre et c'est très clair et c'est nickel. Clair. Mais en même temps, ce que je sais aussi, c'est que quand tu vas aux US, la qualité du réseau est dégueulasse et elle est chère. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Raison de plus pour faire payer plus en Europe. Non, attends. Du coup, ce que tu dis, ce que je comprends, c'est en tant qu'entreprise, capitalisation boursière, ils font mieux que nous. Mais est-ce qu'en tant que consommateur, c'est pas bien mieux en Europe qu'aux États-Unis ? En tout cas, Mais oui, mais enfin, pardon, je réponds à la place. C'est la question fondamentale qui est posée à l'Europe. Si tu fais le choix du consommateur tout le temps, tu finis de griller les acteurs historiques. À un moment, il ne te restera plus rien, Bruno. C'est ça le sujet. C'est-à-dire, le consommateur est très content, mais tu pompes le sang des acteurs historiques tranquillement. Drahi, qu'est-ce qu'il va faire là ? Une fois, donc, il rachète SFR, il réduit les coûts tant qu'il peut, il sort de la bourse, et puis après, une fois qu'il n'y aura plus rien, il va se barrer, point à la ligne, si tu veux. C'est ça le problème du choix du consommateur par rapport à une politique un peu volontariste industrielle.
Ouais, j'entends, mais en même temps, j'entends que Deutsche Telekom va racheter T-Mobile aux États-Unis. Et ils l'ont fait au bon moment. Miel a essayé aussi d'aller aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas génial. Si tu vas financer aux États-Unis ce que t'as pas en Europe, quand même, c'est pas top. Je veux pas donner de réponse définitive, etc. Juste, je m'interroge sur un sujet que je connais mal. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a finalement les opérateurs, les acteurs, etc. On est sur du très long terme. Et puis les consommateurs, ils sont quand même vachement plus contents. On avait déjà en Europe un marché morcelé. Pour combien de temps? On avait déjà en Europe un marché morcelé par construction, hein, puisqu'il y a 28 États en Europe. Donc de toute façon, la capacité de concurrence de ces 28-là existait déjà par construction. Et on est allé rajouter une concurrence en interne à chaque État. On a rajouté un 4e opérateur pour un tout petit marché comme la France, qui est quand même assez hallucinant. Alors ça a très bien fonctionné, hein. Ça a bien pété les prix, la valeur. C'est clair. Et pareil dans tous les pays. En fait, moi j'ai voyagé dans tous les pays d'Europe quand j'étais chez Orange. J'ai observé la même chose. Ce qui est terrible, c'est que maintenant on voit KKR qui commence à faire son marché. Carlos Slim, il y a quelques années, le géant, le milliardaire mexicain des télécoms, a commencé à faire son marché en Europe. Et là, on voit les vierges effarouchées dire attention, la consolidation va être organisée par les Américains plutôt que par les Européens. Ben oui, mais... je t'écoute depuis tout à l'heure et je dis que ça va finir comme ça. Mais oui, mais bien sûr. Et au moment où tout le monde va dire... Les règles de concurrence changent. Hein. Ouais, et au moment où tout le monde va dire les télécoms... C'est exactement comme ça que ça va finir. Au moment où tout le monde va dire les télécoms n'ont plus de valeur, la consolidation va être faite en rachat à la casse. Elle est obligatoire. Par l'externe. Et puis après, vous connaissez la tactique des Américains. Hein, c'est une fois qu'il n'y a plus d'eau et que tous les poissons sont morts, on remet de l'eau dans la mare et on a plus d'air pour se développer, pour avoir des plus gros poissons. Donc c'est ça le truc, parce que à terme, ces infrastructures, elles restent, comme tu l'as dit, indispensables. Je ne pense pas qu'elles soient disruptées de façon majeure par les grappes de satellites, quoique ça va aussi jouer. Et ce sera aussi une manière pour les fameux over-the-top, donc les applicatifs, de proposer les services Internet par satellite. Et donc, à la fin, on voit bien qui aura perdu la grande bataille stratégique et qui n'aura pas créé de l'innovation. Hein, parce qu'effectivement, pour Jingo, il faut savoir ne pas canner sur une dizaine d'années, investir... 10 ans le truc. Non, mais ça n'a pas duré 10 ans. Mais il faudrait savoir investir sur ces technologies durablement, parce que ce sont des accès du consommateur au service qui sont pour toi, indispensables. Orange, c'est quoi les 5 prochaines années? Ton analyse d'une société comme Orange? De toute façon, là aujourd'hui, il y a quand même... Là, c'est l'investisseur qui veut savoir si... non, ça m'intéresse. Non, mais ce sera très lié... Entre 9 et 10 euros, ce sera très lié d'une part au projet industriel du dirigeant et du conseil d'administration qui va prendre en charge la suite. Moi, je pense que l'avenir d'un groupe comme ça passe exclusivement par l'innovation et la consolidation européenne et la capacité de l'Europe à laisser cette consolidation s'opérer. Moi, j'aurais espéré qu'entre la France et l'Allemagne, il y ait des choses qui puissent se faire. C'est la raison pour laquelle j'avais toujours travaillé avec mes collègues allemands sur la mutualisation d'un certain nombre de coûts fixes qui sont liés à ces acteurs, parce qu'on fait quand même le même métier, hein, il ne faut pas se raconter l'histoire. Et donc donc je pense un projet sur l'innovation, une capacité à investir sur la consolidation continentale. Mais tu le sais très bien, Jean-Philippe, le problème aussi, c'est que tu as 2 administrateurs qui représentent l'État. Stéphane Richard, j'ai beaucoup discuté avec lui. Franchement, c'est compliqué. Il disait l'empire des injonctions contradictoires. Tu diriges une boîte quand même qui fait, c'était 100 000 personnes à l'époque. C'est un paquebot quand même. Et tu te retrouves avec des ministres qui te donnent des coups de boutoir. Tu as un Montebourg qui débarque à un moment, qui dit il faut tout changer, machin. Et pourquoi le concurrent de WhatsApp, ça n'a pas marché? La raison pour laquelle c'est pas allé jusqu'au bout, ça s'est pas fait? Parce qu'on n'est pas allé assez vite. D'une manière simple, c'est qu'il n'y a pas eu d'achat de cette innovation en interne. Parce que ça n'était pas telco-centrique classique, c'était un problème culturel. Parce que j'étais dedans à ce moment-là. Alors ça va te parler directement. Ce que me disaient les gars, c'est les ingénieurs d'Orange sont extraordinaires, mais ils veulent sortir un produit parfait.
Et moi, j'ai entendu depuis que si tu sors un produit parfait, c'est que tu le sors trop tard. Ou tu le sors jamais. Ouais, Voilà. C'est les ingénieurs français, c'est Voilà. très culturel. Ils veulent un produit parfait. Après, Ils veulent, je sais pas, c'est vrai ou faux, Luc? Il y avait oui, de ça bien quand sûr, même, mais hein, ça on est c'est la d'accord. culture de l'ingénieur. J'en suis un, je ne vais pas dire le français. Ouais. Oui, merci. Je vais pas dire le contraire, mais pour terminer de répondre à ta question, WhatsApp ou Libon en l'occurrence, c'est global. Ça n'est pas local. C'est-à-dire que les telcos, dans leur réseau, Bien sûr. sont locaux. Ouais. Et donc, il faut avoir cette capacité à dissocier des produits qui ont une stratégie mondiale, c'est le cas de WhatsApp, c'est le cas de Libon, de produits qui ont une stratégie locale. Ça va être la gestion du réseau avec le last mile, le dernier kilomètre, etc. Et donc, l'incapacité des telcos à se projeter sur des innovations mondiales. Oui, mais moi je voudrais cristalliser ça. Ça encore vient un de quoi? truc. Ça vient du histoire. COMEX qui est pas assez. Il n'y a pas de gens. qui sont Bruno, assez encore prêts à une histoire prendre. qui va te parler directement. J'ai c'est suivi bien ça. spatial, là. C'est une de mes passions, Spotify. Ok, Spotify, Deezer démarrent en même temps, exactement en même temps. Et tu suis la courbe d'acquisition Bon des exemple. clients, c'est la Bon même. exemple. Jusqu'à ce que Deezer soit racheté par Orange, enfin jusqu'à ce que Orange investisse dans Deezer. Et là, c'est ce que tu vis, les mecs s'endorment. J'en veux pas à Orange sur ce coup-là, c'est les mecs de Deezer qui s'endorment. Jonathan Banassaya, l'un des deux fondateurs qui se barre, enfin voilà. Et Spotify décolle et devient peut-être l'un des rares C'est pas les GAFA gens qui européens. s'endorment ou pas. Moi, à un moment donné, Là, en l'occurrence, c'est les gars qui dans un s'endorment. grand groupe, une start-up dans un grand groupe, tu meurs. Donc, on peut dire, vu de l'extérieur, Alors, ils c'est un autre s'endorment, sujet. etc. Maintenant, pour terminer de répondre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Luc, c'est-à-dire créer une joint venture extérieure Exactement. avec des tout seul. capitaux super Exactement. forts. Exactement. Mais pour terminer de répondre à ce que tu disais, je pense qu'à partir du moment où on accepte de se porter et de se mettre en déséquilibre sur les couches de middleware et de software, de logiciels, pour faire simple, il faut accepter d'avoir un reach, donc une capacité de marchandisation, de vente, qui est globale. Et si on ne se porte pas dans cette logique-là, on ne peut pas être légitime sur ces couches-là. Et ça, culturellement, pour un telco, c'est très compliqué, effectivement. Et tu parlais de culture des dirigeants. Oui, je dois avouer qu'ils n'étaient pas majoritaires pour ce scénario-là. Et Inspection des finances. de fait, on n'a jamais pu cranter cette stratégie. Vas-y hein. sur l'espace alors justement, parce que c'est passionnant, mais le temps tourne très vite. Où toi tu investis justement? Non, parce qu'il ne faut pas qu'ils se reproduisent la même chose. moi, j'ai investi Globalement, tu vois aujourd'hui, je le dis très vite, Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace, il te dit, moi pour avoir 200, 300 millions, 500 millions de budget, il me faut à peu près 2 ans. Bezos, il sort 1 milliard quand il veut, voilà, en 2 jours. bien sûr. Hein, voilà. Oui, mais, ça doit lui prendre 2 jours Ouais, quand mais même sortir 1 milliard. on n'a pas d'Amazon en France. Non, non, mais c'est aussi le sujet. Je me suis retrouvé à la Karman Week, qui est une fondation pilotée par l'Europe pour promouvoir le spatial privé, dans laquelle il y a 150 ou 200 boîtes qui sont dedans, qui cotisent et qui sont là-dedans. Et donc je me suis retrouvé, ça s'est passé à Dubaï parce qu'il y a l'Expo universelle, et j'ai trouvé ça hyper exaltant de voir que le spatial privé commence maintenant. Et donc, dans le futur, on dira c'est maintenant que ça a commencé vraiment le spatial privé. Et le trigger qui fait tout ça, c'est qu'avant, ça coûtait $25 000 pour envoyer 1 kilo dans l'espace. Maintenant, avec Musk, on en est à $250. Enfin, avec Falcon Heavy, ça tombe à $250. Le kilo. Ouais, le kilo envoyé. Et donc, c'est possible. Et du coup, il y a des tas de boîtes qui se disent c'est maintenant que les places se prennent. C'est maintenant. Mais quand je pense à des boîtes, il y a des Bosch, des BMW, ces gens-là, ils se disent c'est maintenant que ça se passe, des BASF, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, il y a toute une industrie qui est en Tu train nous de as se cité passer. que des Allemands là. Hein. Ouais. voilà. C'est franco-allemand, hein, le Non, Karman. Mais oui, mais je connais, il y a des tas de boîtes françaises aussi. Il faut invite Barbara Belpisi. Que des Allemands, voilà, ça m'intéresse. Donc moi, j'ai investi dans 2 boîtes, une française et puis une franco-allemande. Et la partie lanceur, ça devient un commodity. C'est-à-dire, dans le monde, il y a 20 structures qui sont capables de lancer dans l'espace ou en train d'arriver. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est ce qu'on fait une fois qu'on est là-haut. Et donc, ça se passe. Il faudra un opérateur pour hyper les réservations exaltant. et tout. Hein Il y aura la partie lanceur, il y aura la partie opérateur. Il faudra organiser ça, faire du marketing et les envoyer dans Toi, l'espace. tu penses au tourisme, toi? Mais bien sûr. Tourisme de demain. Interstellar Lab, Ouais, la cible, c'est un peu peut-être de faire une espèce de Airbnb sur la Lune. J'ai vu ça, ouais. Et ça marche bien avec des applications terrestres. Ce qui est Dès d'ailleurs maintenant. une de mes fascinations dans le discours public, c'est qu'on prend le chou aux compagnies aériennes.
Personne ne s'intéresse au dégagement de carbone d'une fusée qui décolle. Non, parce que... C'est une catastrophe. Ça doit être un truc de Par contre, ils Ils un peu souvent, mais oui, c'est vrai. C'est peu, mais c'est dramatique. Il y en a de plus en plus. C'est dramatique. Ils ont évalué le marché du tourisme spatial en première approche à 10 milliards. C'est 50 000 clients qui sont capables de lâcher 200 000 euros pour aller dans l'espace. Voilà, moi, je parle pas du tourisme. Ça va intéresser les gens. Non, tu parles réseau, toi. Toi, tu parles réseau, tu parles satellite, industrie. Parce que qu'est-ce qu'on y fait? Ok, je comprends réseau, je comprends toute l'histoire satellite, je comprends, etc. Ok, aucun problème. Après, j'ai du mal. Je vois Thomas Pesquet qui prend des photos. Tu vois, j'ai du mal à faire. Ça résume un peu. Aujourd'hui, je peux pas dire, mais à moyen terme, moi, je vois bien des astéroïdes avec des métaux lourds, avec des métaux rares, etc., qu'on met en orbite autour de la Lune. C'est 2 siècles, ça, non? Ah non. Ah, tu rigoles. D'accord. C'est 50 ans. Donc, ouais, c'est du long terme, mais c'est maintenant que ça se passe, quoi. Falcon Heavy sont capables de balancer 100 tonnes sur la Lune. De tout à l'heure. Hein. Là, oui, on est dans des trucs qui se baladeront autour de la Terre dans 2 siècles. Ouais, mais c'est intéressant, t'es d'accord? C'est ça. T'as déjà des tas de déchets autour de la Terre. T'as déjà des tas de détritus. Je suis moins concerné, mais ça se ressent. Mais c'est comme un sujet qu'on n'a pas abordé. J'aurais dû te répondre au mail et je lis plein de trucs là-dessus parce que, encore une fois, je veux surtout pas faire vieux con. C'est la métaverse et tout ce qui se passe avec les NFT où tu parlais des 10 milliards. Bah là, il y a 50 billions de revenus potentiel vu par Morgan Stanley dans le luxe, dans l'industrie du luxe en 2030 dans la métaverse. Les mecs te disent t'inquiète pas, ils vont acheter des baskets mais ils vont les mettre dans la métaverse où ils seront avec leur masque, ils se regarderont entre gamins et leur casque et ils verront les Nike ou les Louis Vuitton. Tu te dis voilà, je suis ça de loin et de près en me disant mais on vit dans un monde parallèle et les gens t'expliquent que c'est la vie. On nous a fait un peu le même coup avec Second Life. Hein. Ouais, mais sauf que je pense que je pense que ça n'a rien à voir et je pense que technologiquement parlant on n'était pas loin c'est là comme du si tout. je te disais ton intelligence artificielle, on nous a fait le même coup il y a 30 ans avec je ne sais pas quoi d'ailleurs. Là, c'est une question de techno. Perso, je crois qu'on est vraiment ancré dans le monde, les humains. Et que moi, j'y crois pas à ça. Même avec la techno bien foutue, etc., on est ancré dans le monde. On est ancré dans les relations, on est ancré. Non, mais moi, j'y crois. Je sais que c'est dur à imaginer, mais moi, j'y crois énormément. Je m'intéresse beaucoup au sujet pour investir dedans parce que j'y crois à un niveau. Et tous les gens que je croise, et c'est nouveau, des grandes marques de cosméto, des grandes marques de luxe, c'est vraiment du high level. Hein. Les mecs qui te disent, voilà, nous on pense que le rouge à lèvres, on en vendra moins chez Sephora ou un machin, et les gens paieront 1 cent ou $1 ou un machin pour se maquiller en étant dans la métaverse dans 10 ans. Moi, parce que c'est la mode du moment. Juste un mot, parce que je vais faire la pub de Bismarck. Juste un mot. Donc la semaine dernière, interview de Mathieu Courtecuisse, tu connais Mathieu, Sia Partners, voilà, vraiment, et qui dit les entreprises maintenant doivent nommer le Chief Metaverse Officer. Je te vois bien, Luc, Chief Metaverse Officer. Il dit c'est maintenant que ça se passe. Ils ont eux chez SIA donc une expérience immersive totale. Il faut que j'y aille d'ailleurs à un moment parce qu'il me dit il faut le faire pour comprendre. On pourra y aller ensemble. Voilà, on ira ensemble. Il faut le faire pour comprendre. Et lui, est absolument persuadé énormément. Quelque chose de très puissant. Tu as toute la capacité d'investissement de Facebook qui se dirige là-dessus quand même. Je sais. Et les jumeaux qui viennent en face. Je crois le gars s'est pas gouré très souvent quand même. Enfin, tu vois, il a. Si, il s'est déjà gouré justement sur ces sujets-là. Il s'est pas gouré très souvent, mais justement sur ces sujets. C'était un peu tôt, à mon avis, Bruno. Je veux pas, personne ne sait, mais je pense que c'était un peu tôt. Non, mais j'entends, et c'est peut-être, je suis pas sûr d'avoir la vérité. Moi non plus, mais je pense que c'est un peu tôt. Ma conviction, c'est qu'on est quand même ancré dans le monde réel et qu'on a besoin de monde réel. Ouais, mais pardon, je veux pas. C'est dramatique et je te suis à 100%, même si je suis beaucoup plus jeune que toi. Mais je te taquine évidemment. Je te disais non, tu vois, nos enfants, toi, mon fils et tout, ça se fait froid dans le dos, mais froid dans le dos. Tu vois déjà TikTok, toi machin, toi bidule, ils seront complètement les clients de demain. Mais 100% les clients de demain. De Covid, 100% les clients de demain. Ils sont déjà complètement. Attendez les gars, je vous ramène sur notre sujet parce que. Sur mon bon vieux Eric Woerth, parce que je lâche pas. Invite-le, il sera content. Non, mais c'est là. On le voit moins. Alors, et je vais te dire, parce que je suis libre, je suis chez moi. Non, il a un problème dans l'expression publique quand même, Eric Woerth. Tu comprends un mot sur deux, quoi. Ouais. Alors même si c'est très intelligent, c'est quand même un problème. Personne ne demande aux candidats, et ça c'est... Alors là, je suis d'accord, c'est la responsabilité des journalistes. Personne ne demande aux candidats de dessiner leur France de demain. Voilà, c'est un peu ça la clé du truc, non ? Alors c'est un sujet, je te sens très de secret, Macron, s'il est réélu, a une idée de reprendre des ministres en place aux mêmes places pour justement dire que non, mais c'est pas... Tiens, je me demande lequel, là. Par
exemple. Sans trahir Non, non, c'est juste dire la vérité. Il accepte. Non, mais peu importe. La question aujourd'hui, c'est de se dire. Non, mais la question, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut une continuité dans une forme d'action. Ben oui. Et ça, on est tous d'accord. C'est tous d'accord. Après, définir une France. Que, de toute façon, plein de choses vont bouger, 5, 3, 7, 8 ans, 10 ans, mais qu'est-ce qu'il a manqué tout le temps en politique? C'est ce qu'on essaie de nous de faire en tant que chef d'entreprise, c'est avoir un minimum une vision. Même si tu te gourdes, tu la corriges 10 fois. Et ça, c'est une base. Et je t'assure que les gens qu'on a en place, pardon, je vais y revenir, je sais que tu adores ce sujet, je te finis juste là-dessus, Bruno Le Maire, il t'explique que tu mets 3 ans pour bien comprendre ton ministère. Voilà. Quand tu es à Bercy, à l'économie, il te faut 3 ans pour maîtriser un mec qui connaît bien le système, qui a mis 3 ans à maîtriser le ministère. Donc si on pouvait avoir les mecs en place, déjà ça nous pousserait à avoir une France de 2030. Mais on est entre nous là, Bruno. Et donc, du président. Donc tu parles de Bruno Le Maire, moi ça m'intéresse parce que... Je pense qu'il aimerait bien rester ministre de l'économie. Je pense qu'il adore je dirais le job. chapeau là. Pardon ? Alors là, je dirais chapeau. Une deuxième fois. Ah, mais je peux. Alors, écoute, je ne trahis pas un secret en me disant qu'il souhaiterait. Parce que moi, je ne trahis pas un secret en disant qu'avec Jean-Philippe, on avait un débat sur Bruno Le Maire où je cherchais un petit peu la valeur ajoutée et où je suis obligé de reconnaître que. Pas faute de te l'avoir dit. Ah, c'est clair. Mais non, je crois qu'il s'en cache pas. Je crois qu'il l'a dit au MEDEF, il a fait 5 MEDEF, il en ferait bien 10. Voilà. Ah, c'est On pas n'est pas mal. structuré par ce qu'on entend, on est structuré par ce qu'on dit. Tu vois, regarde, tu voulais qu'on. Alors, on n'aura pas le temps, mais facile d'ailleurs, il nous reste 5 minutes. 4 minutes. Tu voulais qu'on parle du plan de relance. J'ai été regardé pour toi. Alors, je l'ai déjà dit, boulot formidable fait par l'usine Nouvelle sur justement le mini plan de relance de Bruno Le Maire, privatisation française des jeux, etc. et tout, il y a 2 ans. Combien, donc, 500 millions de pognon disponibles. Combien en 2 ans débloqués sur l'IA? 600 000 euros. Tu vois, donc c'est pas à la vitesse à laquelle tu voudrais aller. Et là, donc celui-là, le plan de relance, là, donc, pour l'instant, il cherche un patron. Voilà. Mais effectivement, il faut de la continuité. La semaine dernière. Non, ils ne l'ont pas nommé, ils ont nommé le comité qui permettra de trouver le patron. Voilà. Donc on va te donner une adresse mail, contact. Mais ce que tu dis, il y a eu un plan pour la robotique il y a très longtemps de l'ordre de 2 milliards qui n'a pas été utilisé. Tu les as vus, toi? Non, personne n'a rien vu. Qui a été transformé en un plan pour l'IA Villani avec 2 milliards et quelques, le même montant, qui n'a pas été utilisé. Exactement. Qui a été transformé en un plan quantique, qui a été transformé en un... Là, il y a un nouveau... Non, tu m'as rappelé Villani, c'est vrai que ça passe. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est vachement intéressant, ça. Tu comprends les effets d'annonce. Il faut de la continuité. Oui. Je suis désolé. Mais moi, je crois que ce que tu dis, je trouve que c'est encore plus important. C'est l'efficacité. Voilà, les ministres et les présidents, pour moi, ils ont réellement besoin de plusieurs années pour bien posséder la maîtrise de leur truc et savoir agir. Donc, moi, je suis totalement pour qu'ils continuent. Si c'est les mêmes, je serais ravi. Luc ? Oui, la continuité. T'as pas d'avis là-dessus? La continuité, c'est très important. Je pense que le passage du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans est dramatique. Je pense que c'est une catastrophe. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des gens extrêmement professionnels dans leur job. Je pense que voilà, Bruno Le Maire a été effectivement assez génial à son poste. On voit assez vite les ministres qui sont bons dans leur poste. Non, on a mis un peu de temps quand même, non? C'est-à-dire, si tu parles de plan de relance, les premiers 57 milliards par exemple, en fait, Bercy dit maintenant qu'ils ne savent même pas où ils sont passés. C'est quand même 57 milliards, quoi. C'est pareil. Je ne sais pas si Bercy dit qu'ils ne savent pas où ils sont passés. Si. Bon, fais-moi confiance de temps en temps. Tu lui demanderas à ton copain s'il y a un problème. Le tout premier, sur les 57 milliards du tout premier que tout le monde a oublié. Voilà, tu lui demanderas, tu me diras quand on se revoit en janvier. Je te promets que je pose la question des 57 milliards où ils sont passés. Génial. Quand on se revoit en janvier. Merci les amis. Voilà. On n'a pas eu le temps de parler de la réforme du bac, là, quand même. J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus, mais les heures de maths qui... Bon, mais après, je me fais engueuler parce qu'on déborde. Donc, ouais. C'est passé vite aujourd'hui. Je donne juste le chiffre. Donc, depuis la réforme de bac, en 2 ans, les heures de mathématiques ont baissé de 18% en première et en terminale. Ouais, c'est un peu chaud. On s'attaque à ce qui marche le mieux dans le système éducatif français. Il reste ça qui marche. Je suis d'accord avec toi. Je te suis. On se retrouve demain. On pourra poursuivre d'ailleurs un certain nombre de ces débats. Guy Mamoumani, là, le patron d'Open, très branché évidemment sur toute la nouvelle techno, sera avec nous. Donc on reparlera du métaverse. Est-ce que tu as un sujet de souveraineté aussi là-dedans qui va se poser? Il n'y a pas de temps à perdre sans doute. À demain. Merci beaucoup.